Ok. Mathieu, est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Ah, génial. Eh ben, écoute, c'est tout bon. On est en direct. Normalement, tout est partagé, tout est bon. Donc, je te laisse 1 heure. Tu as le temps que tu veux pour nous présenter ton travail. Et puis derrière, Ok. les questions. N'oublie pas de réactiver ta webcam. Parce qu'on va Ok. oublier sinon. Et puis, je te dis à tout à l'heure. À toutes. À tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Alors, mon nom est Mathieu Battista. Je suis maquilleur en effets spéciaux depuis une douzaine d'années dans le cinéma. Je viens d'une petite ville, Gérardmer, dans les Vosges. Et j'ai fait mes études dans les Vosges, les Beaux-Arts. Et en sortant les Beaux-Arts, j'ai décidé de devenir un maquilleur en effets spéciaux et de partir à Paris avec mon sac à dos pour faire du cinéma. Donc l'aventure commence là, il y a 12 ans, et j'ai fait mes premières armes sur des courts-métrages. Donc on me demande souvent comment j'ai commencé, si j'ai fait une école de maquillage. Donc j'ai pas fait d'école de maquillage, j'ai fait l'école des beaux-arts. Et j'ai appris le maquillage sur le tas, en fait, en autodidacte. Et donc je me suis formé un peu tout seul, j'ai fait mon école, c'est-à-dire que j'ai commencé à chercher des courts-métrages sur Internet, des courts-métrages d'étudiants. Et j'ai acheté mes premiers pinceaux, mon premier kit de faux sang, de silicone, etc., de plâtre. Et j'ai parcouru un peu la France comme ça, à faire des petits courts-métrages pendant 2 ans. Donc une quarantaine de courts-métrages. Et, et j'ai appris les techniques un peu tout seul. Et finalement, j'ai intégré mon premier atelier à Paris, Double FX, il y a une dizaine d'années, où je travaillais 2 ans. Puis j'ai émigré, je le fais quand même assez vite. Puis j'ai émigré au Canada, à Montréal, où j'ai commencé à travailler dans l'atelier d'Adrien Moreau, un atelier d'effets spéciaux à Montréal. Et j'ai travaillé là-bas pendant 6 ou 7 ans. Et donc là a commencé ma carrière, entre guillemets, aux États-Unis, enfin sur les tournages américains. Et du coup, je suis jamais revenu en France parce que dans les effets spéciaux, disons que c'est beaucoup plus intéressant de travailler, enfin moi je trouve, sur les tournages américains que les tournages français, parce qu'ils ont beaucoup plus de budget, il y a beaucoup plus d'effets cool à faire, et il y a plus de travail. Fait que je suis resté là-bas. Et après ces quelques années, j'ai fait un voyage en Nouvelle-Zélande et j'ai commencé à travailler à Weta Workshop, qui est l'atelier qui a créé les costumes et maquillages spéciaux, euh, les armes, etc., toutes les props pour le Seigneur des Anneaux. Donc, ils ont gagné pas mal d'Oscars. Richard Taylor, qui est le directeur de Weta, a gagné beaucoup d'Oscars. Et j'y suis en ce moment, donc en Nouvelle-Zélande, à Weta Workshop. Et donc voilà pour la petite présentation de mon parcours. Et du coup, je vais vous parler du métier de maquilleur maintenant. Qu'est-ce qu'un maquilleur effets spéciaux? Donc, quand on pense maquilleur effets spéciaux, on se dit maquillage seulement. Mais non, c'est ça la différence entre un maquilleur classique au cinéma et un maquilleur effets spéciaux, c'est qu'un maquilleur effets spéciaux est aussi un sculpteur, est aussi un mouleur, il peut faire de l'animatronique, il peut faire de la peinture, il peut faire vraiment beaucoup de choses. C'est un peu une sorte de MacGyver du maquillage, c'est-à-dire tout ce qu'une maquilleuse classique ne peut pas faire, c'est nous qui le faisons. Et donc c'est ça. Qu'est-ce que je vais vous montrer quelques photos peut-être du process. Non, je vais d'abord parler de ce qu'on nous demande. Donc un directeur appelle un atelier d'effets spéciaux, un réalisateur, excusez-moi. Un réalisateur appelle un atelier d'effets spéciaux et dit: Ok, mon acteur va vieillir de 30 ans pendant mon histoire, pendant le film, ou 40 ans. Mais on va peut-être le voir vieux à 70 ans, il a que 30 ans. Donc le réalisateur voudrait un maquillage qui le fait vieillir de 40 ou 50 ans. Donc là, la maquilleuse classique a des limites. Elle peut souligner des traits, etc., pour rendre quelqu'un un peu plus vieux, un peu plus dur, mais elle ne peut pas faire des miracles juste avec du maquillage. Fait que c'est à ce moment-là qu'on nous appelle pour que nous, on crée, c'est-à-dire un maquillage prosthétique, donc un maquillage à base de prothèses en silicone, qui
qui va transformer radicalement le visage de l'acteur. Donc, on va modifier ses traits, on va se projeter, on va prendre des références, on va se projeter dans le futur, puis on va essayer de, de, de lui donner un look vraiment réaliste et âgé. Donc, pour ce faire, c'est là que ça devient intéressant. Pour ce faire, j'ai enlevé mes lunettes, ça c'était pour l'introduction, je m'étais fait un petit costume de pirate, parce que j'aime bien les pirates. Je vais enlever ça, et je vais vous montrer le process. Donc l'acteur, excusez-moi, hein, je viens de me réveiller, fait que je suis un peu encore dans le gaz, c'est pas ça par exemple, paf, je savais que j'allais faire des conneries. Livecast, voilà. Donc la première chose qu'on fait, quand quasiment à chaque fois on fait ça, c'est-à-dire on fait un livecast. Un livecast, c'est une prise d'empreinte en français. Une prise d'empreinte du visage de l'acteur. Donc l'acteur vient à l'atelier et on va faire une prise d'empreinte de son visage. Donc je vais lancer la première photo. Donc pour illustrer ce que je vais raconter, j'ai fait quelques captures d'écran. Donc c'est pas moi qui ai fait cette prise d'empreinte là. Je n'ai pas vraiment, j'ai pas eu le temps de chercher les photos dans mes archives. Fait que je suis allé sur YouTube chercher une vidéo sur Tested, qui est une chaîne YouTube de Adam Savage, très cool, le gars qui faisait Mythbusters, très cool, que j'ai rencontré à Weta il y a 2 semaines en plus. Et il a fait une vidéo sur un livecast comme ça. Fait que je pense que là, vous pouvez voir la vue. Oui, vous voyez les images. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on pose un ball cap sur le crâne de notre acteur, qui est c'est une sorte de bonnet de bain en fait, ultra fin, qui est en plastique. On lui colle sur les cheveux pour protéger ses cheveux pendant la prise d'empreinte. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on utilise, dans ce cas-là, c'est du silicone. Donc c'est un silicone à 2 parties, A et B, qu'on mélange et qu'on vient étaler sur le visage de l'acteur. Donc il y a 2 méthodes. Soit on utilise du silicone, soit on utilise de l'alginate. L'alginate qui est plus une sorte de pâte à base d'algues qui est hypoallergénique et vraiment cool pour la peau. Donc on lui étale ce silicone sur le visage. Donc c'est une silicone à prise rapide. Donc ça prend quelques minutes. C'est assez cool. On fait plusieurs couches. Donc je vais descendre. Toc. Voilà, on couvre totalement son visage et on laisse ses narines ouvertes pour qu'il puisse respirer, bien entendu. Donc, voilà, donc on étale plusieurs couches et on atteint un demi-centimètre à peu près de silicone, un peu partout, qui va durcir. Donc ça peut prendre une vingtaine de minutes à peu près à faire ça. Ensuite, on ne peut pas démouler directement le silicone car il ne va pas garder sa forme, c'est comme un peu élastique. Fait qu'on va faire une coque, ce qu'on appelle une chape, en bande plâtrée. Donc les mêmes bandes plâtrées qu'on utilise quand on se casse le bras ou une jambe à l'hôpital. Fait qu'on lui étale des bandes plâtrées sur le silicone pour qu'il garde sa forme. Donc en 2 parties, on commence par la face avant en général. On peut commencer par l'arrière. Des fois, on commence même par les 2 bords en même temps. Donc, comme on peut voir, avec une délimitation au milieu pour qu'on puisse enlever les 2 parties, bien entendu, et que notre acteur ne se retrouve pas coincé à l'intérieur du silicone. Donc voilà, donc ça c'est le livecast complété. Donc tout le process peut prendre entre 15-20 minutes si vraiment on est très rapide avec de l'alginate pour quelqu'un de vraiment expérimenté, genre 3 ou 4 personnes. Et ça peut prendre jusqu'à 1 heure en silicone si on prend vraiment son temps et qu'on n'est que 1 ou 2 personnes à le faire. Voilà. Donc moins de temps il passe sous le truc, mieux c'est pour lui, parce que ça peut devenir un peu oppressant d'être sous le silicone. Et des fois, on fait des livecasts de corps complet. Donc ça, c'est le livecast de tête le plus commun qu'on fait, parce qu'on travaille souvent sur le visage. Mais par exemple, pour un vieillissement, on va aussi faire une prise d'empreinte des mains de l'acteur, parce qu'on va aussi lui poser des prothèses sur les mains, des fois, quand il est vraiment vieux.
Et c'est ça. Mais quand on fait des faux corps, quand on fait des fausses jambes, des faux bras, ben, on va mouler un bras. Des fois, on moule des corps au complet. Donc ça peut prendre une journée complète à mouler toutes les parties du corps. On ne moule jamais en une fois le corps au complet. On moule partie par partie. On moule la tête, etc. Puis après, on rassemble tous les morceaux. Fait que ensuite, on enlève les deux chapes, donc la chape avant et la chape arrière, et on vient couper le silicone à l'arrière du crâne de l'acteur pour le libérer. Et la dernière étape, c'est que, donc voici, ça c'est l'intérieur du silicone, donc la prise d'empreinte est vraiment très précise, très fidèle. Le silicone, c'est un matériau vraiment génial pour ça, là ça rentre dans tous les pores de la peau, donc on a vraiment des détails vraiment très très précis de l'acteur. Et ce live cast en silicone, on va pouvoir s'en servir plusieurs fois, car il a une durée de vie assez longue, donc ça c'est cool. On va pouvoir faire plusieurs tirages de la tête de l'acteur. Et au contraire, quand on utilise de l'alginate, qui est un produit moins cher que le silicone, on a le droit qu'à un tirage, parce qu'on détruit l'alginate pour sortir le tirage. Et le tirage final, qui est là. Donc on fait un tirage en plâtre de la tête de l'acteur. Donc ça va être notre base de travail à l'atelier pour commencer à designer le maquillage. Donc si on fait un vieillissement, par exemple, on va partir de ça. On va prendre des photos références aussi de l'acteur à chaque fois, donc une photo référence de sa peau, de la couleur, de tous les bords de sa tête, etc., pour qu'on puisse avoir une belle base de travail. Donc voilà, donc ça c'est la première étape qu'on fait quasiment à chaque fois. Donc on a besoin de ça. J'en parlerai aussi à la fin, c'est que maintenant le métier évolue tout le temps, évolue très vite. Par exemple, avec la révolution des nouvelles caméras 4K, 5K, maintenant on filme en 8K sur les tournages, des définitions pas possibles. On est obligé d'améliorer nos techniques parce que le moindre faux raccord, le moindre petit détail, on va le voir sur des écrans géants au cinéma. On va voir tous les défauts, fait que le métier évolue très vite. Et maintenant, on fait, donc il y a ces livecasts là, mais j'imagine que dans 10 ans, on n'en fera plus du tout parce qu'on commence déjà à faire des scans 3D des acteurs. Donc ça, c'est des trucs qu'on fait de plus en plus. On le fait ici à Weta, dans les grosses compagnies, on commence à le faire. Et ce qui est vraiment mieux pour l'acteur, parce qu'il n'a pas besoin de... Ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Bon, ça prend à peu près le même temps, disons, 20 minutes, entre 10 minutes et 20 minutes, mais l'acteur, tu n'as pas besoin de lui mettre du silicone sur le visage, qu'il soit tout sale, etc., qu'il est froid, qu'il est chaud. Il rentre juste dans une pièce, on le scanne, il s'en va, c'est fini. Et on peut même le scanner à l'autre bout du monde. Et ça, c'est super cool aussi. C'est genre, il va dans une compagnie, il le scanne, ils envoient les fichiers. Il n'a pas besoin de se déplacer jusqu'à l'atelier. Et après, on imprime les visages, on remoule ça, puis on tire nos têtes en plâtre à partir du moule. Donc ça, c'est les nouvelles techniques. Mais bon, pour l'instant, on en est encore à faire ces livecasts. Donc ensuite, j'espère que j'oublie rien. J'ai pas vraiment trop préparé tout ça, fait que j'y vais un peu à l'arrache. Vous pouvez poser vos questions en bas. C'est ça. Si j'oublie des trucs et que vous ne comprenez rien, posez des questions. Sarah me les posera ensuite. Et je ferai un plaisir d'y répondre. Donc c'est ça. Donc là, je viens de parler du livecast. Donc c'est la première partie. Je vais finir mon thé aussi, parce que je suis... Ok. Et je vais prendre un exemple. Je peux évidemment pas vous montrer des tonnes de choses parce que je travaille, ça c'est un autre problème quand je travaille sur des grosses productions américaines. C'est qu'il y a des clauses de confidentialité qui sont vraiment strictes et à chaque fois je dois signer des contrats pas possibles et avec des clauses pas possibles dedans, donc je peux pas montrer trop d'images de making-of et des images de ces films-là. Mais il y en a quand même quelques-uns que je peux vous montrer. Et là, je me suis dit que j'allais prendre un exemple. Ah ouais, donc ça, c'est un maquillage, un de mes meilleurs souvenirs de maquillage et de rencontres sur un tournage. Donc c'était, pour la petite histoire, c'était
C'était il y a quelques années. Donc le film s'appelle Long Shot. Donc c'est un film de Seth Rogen qui est sorti l'année dernière, je crois, au cinéma, avec Charlize Theron et Andy Serkis et Seth Rogen qui est dedans, dirigé, réalisé par Jonathan Levin. Et dans ce film, pour l'histoire, Seth Rogen a proposé un rôle à Andy Serkis. Donc Andy Serkis, c'est quelqu'un que vous connaissez tous, même si vous ne connaissez pas. À chaque fois, j'ouvre cette page, c'est pas du tout ça. Même si vous ne connaissez pas son nom, vous ne connaissez pas son visage non plus, en fait, mais vous connaissez ce qu'il a fait. Donc Andy Serkis, c'est lui. Andy Serkis, c'est le roi de la motion capture. Andy Serkis a été connu, s'est fait connaître en fait en jouant le rôle de Gollum, voilà, ici. Donc voilà, ça c'était les débuts de la motion capture. Et il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits grâce à Andy Serkis justement. Parce que c'est ça, au départ quand ils ont créé Gollum, ils voulaient faire, alors je ne sais plus exactement l'histoire, mais ils voulaient faire de l'animation traditionnelle de son visage, donc point par point, clé par clé. Et finalement, quand ils ont vu la performance d'Andy Serkis, ils se sont dit, mais pourquoi on n'utiliserait pas directement les expressions d'Andy Serkis pour les transmettre directement au personnage animé. Donc ils ont commencé là-dessus, puis ils ont développé la technologie en faisant le film en fait du Seigneur des Anneaux. Petit à petit, la production du film a duré 7 ans, fait que ils ont eu 7 ans pour améliorer tout ça. Donc il est devenu un peu le roi de la motion capture, et il a joué pas mal de personnages. Donc il y a César dans La Planète des Singes, King Kong, et Capitaine Haddock dans Tintin. Plus récemment, il a joué aussi dans Star Wars. Il fait le Captain Stork ou Stroke ou whatever, un bad guy. Et c'est ça. Et fait que pour l'histoire, Seth Rogen appelle Andy Serkis pour lui demander de jouer dans son film un personnage qui s'appelle Peter Wembley. Et ce personnage est une espèce de mania des médias, une espèce de gros personnage un peu dégueulasse, vieux, genre politicien dégueu, véreux américain. Et Andy Serkis dit oui, et là, Seth Rogen commence à recevoir des mails d'Andy Serkis, et Andy Serkis lui dit oui, j'ai pensé à ce personnage, il pourrait être comme ça, il pourrait avoir ce visage-là, etc. Et Seth Rogen lui dit comment ça, ce visage? Il fait ben oui, je pourrais avoir des prothèses, il pourrait avoir cette tête. Donc Andy Serkis s'est créé complètement son personnage sans qu'on lui demande rien, et a proposé ça à Seth Rogen en disant j'aimerais ça avoir des prothèses et avoir ce look-là. Et Seth Rogen a fait ok, come on, go, just let's go, vas-y, fais ton truc. Fait qu'il a créé ce personnage, donc il travaille tout le temps avec Neil Gorton, qui est un maquilleur en Angleterre. Neil Gorton a designé le maquillage et a envoyé les prothèses à se tourner à Montréal. Fait que moi, je travaille en ce moment avec Bruno Gatien dans son atelier qui s'appelle Avatar FX, un super atelier. Et Bruno a reçu du coup les prothèses de Andy Serkis pour ce film, et m'a proposé, m'a dit ah Mathieu, est-ce que tu voudrais faire le maquillage avec moi? Et j'ai fait mais bien sûr, je suis tellement fan de Andy Serkis. Fait qu'on est parti faire ce maquillage. Donc je vais avancer un peu. Donc ça c'est le film Long Shot justement, qui est assez cool, et Seth Rogen est un gars cool aussi. Donc voilà, on arrive le matin pour le maquillage. Donc je vais aller à travers toutes les étapes d'un maquillage prosthétique. Celui-ci est intéressant parce qu'il y a plusieurs prothèses. Donc ça, c'est un peu le kit de maquillage de base du make-up artist, donc qui ressemble un peu à un kit de make-up classique, sauf qu'on utilise des fards à l'alcool et des colles médicales qui sont assez puissantes. Donc c'est ça. Donc ça, c'est les prothèses en silicone. Donc oui, pour revenir à ce que je disais avant, c'est qu'on a la face de l'acteur en plâtre,
Et sur cette tête en plâtre, on va sculpter avec une pâte à modeler très fine qui s'appelle la plastiline ou plastilina ou Monster Clay or whatever. There is like so many names. there is fuck. Excusez-moi. À vivre en Nouvelle-Zélande. Il y a beaucoup de noms pour cette plasticine. Donc on va sculpter les prothèses sur la tête en plâtre. Et à partir de ça, on va faire des moules. Et on va couler du silicone dans ces moules pour créer ces prothèses. Donc là, on peut voir sur la tête en faume toutes les prothèses posées. Donc on a un front en silicone, 2 joues, un cou et un nez. Donc on a 5 prothèses pour ce maquillage-là. Je vais avancer un peu parce que là, je m'en mêle les pinceaux. Donc ça, c'est la première étape. On va coller toutes les prothèses sur le visage des Andy Serkis. Donc il n'y a aucune couleur. Les prothèses sont totalement sont colorées dans la masse. Donc on lui pose un ball cap, donc un faux crâne avant pour cacher tous ses cheveux, aplatir ses cheveux. Et on va coller les prothèses une par une. Donc là, on commence par le cou. Il y a un ordre, hein, parce que les prothèses s'overlappent, c'est-à-dire qu'elles viennent se poser l'une sur l'autre pour que ce soit seamless entre les prothèses. Donc on va coller d'abord la prothèse du cou. Ensuite, on colle les 2 joues, le front et le nez. Ou le nez et le front, je me souviens plus ce qu'on avait fait. Anyway. Donc c'est ça, on colle toutes les prothèses sur le visage avec de la colle médicale qui s'appelle la télésis ou de la prozède, qui ressemble à ça, donc il a un peu une tête rigolote là-dessus. Et ensuite, on va peindre. Donc ça, c'est avant et après peinture. Donc on peint à l'aérographe et au pinceau. Et bien entendu, on lui pose aussi une perruque. Une perruque, on lui colle des faux sourcils. Et parfois, on met des lentilles de contact aussi, ça dépend. Si la personne est très vieille, on va mettre des lentilles de contact qui vont comme un peu rendre son œil un peu plus laiteux et un peu plus vieux. Donc ça, c'est ça. Donc voilà, donc ça c'est une photo que je vais faire devant le trailer pour avoir les références, pour pouvoir refaire le maquillage. Parce que bien entendu, ce maquillage-là, tous les jours, il faut le refaire. Donc ça prend à peu près 4h30 à poser le maquillage à 2 personnes le matin. Donc on se lève très tôt, on arrive des fois à 4-5h du matin, ou même 3h du matin sur le set. Et dans le trailer de maquillage, on commence le maquillage et là on en a pour 4h30. Et à la fin de la journée, 1 heure pour tout démaquiller. Et on jette toutes ces prothèses à la poubelle. Et le lendemain, on a un nouveau set tout frais et on recommence la même chose. Donc, sur ce film-là, il avait quand même 7 jours de tournage, peut-être, un truc comme ça. Donc, on avait 7 sets de prothèses. Et il fallait faire cette fois. Donc, j'avance. Il avait aussi des dents, parce que le look, il voulait avoir ses dents très blanches. Donc là, elles sont un peu jaunes là-dessus, mais en vrai, ça rend assez blanc. Donc, c'est des dents qui sont faites en plastique, en vacuoforme, qui sont très proches de ses dents à lui. Donc, c'est pas trop désagréable à porter. On peut encore parler avec. Et ça lui donnait un look de ses dents de politicien très blanches et très alignées, des dents refaites, en gros. Voilà, avec le petit sourire refait. Donc là, il est en costume sur le plateau. Et ça, c'est avant-après, Monsieur Andy Serkis dans le plateau. Et ça, c'est des petites screenshots du film. Donc là, on peut voir le maquillage. Des fois, on doit colorer d'une certaine façon parce que les caméras et les lumières sur le set transforment la couleur du maquillage. Fait qu'on doit des fois faire le maquillage plus orange, plus rouge. Donc la lumière naturelle est un peu bizarre, mais dès qu'on l'amène sur le plateau, ça se fond, puis on a vraiment un truc seamless, quoi. Là, il est avec Charlize Theron en train de jouer sa scène. Et là, il parle à Seth Rogen. C'est vraiment très cool comme personnage. Complètement fou. Donc, avant, après. Donc là, donc oui, je crois que je suis à travers tout. Donc là, je vais vous montrer les coulisses. Alors, j'ai fait un petit... c'était une idée de Andy Serkis, qui, by the way, est une personne formidable. J'étais genre comme un fou d'être là avec Gollum dans le trailer, comme un fan. Et on a beaucoup parlé justement du Seigneur des Anneaux, etc. Vraiment une personne formidable. Du coup, il m'a même proposé, quand on était dans le trailer de maquillage, de faire un time-lapse du make-up. Très bonne idée. J'ai fait, mais oui, bien sûr, faisons ça.
Donc, j'ai placé une petite GoPro et j'ai fait un timelapse. Donc, je vais lancer le timelapse et je vais lancer avec ceci. Donc, timelapse. Donc, ça, c'est. Voilà. Je vais mettre pause à certains moments pour expliquer ce qu'on fait. Donc là, on est dans le trailer de maquillage. Donc à gauche, on a Bruno Gatien, qui ressemble aussi à un pirate. Il aurait pu mettre son chapeau de pirate. Et, euh, et moi à droite, et Andy Serkis, qui porte déjà, comme on peut voir sur cet arrêt sur image, un costume grossissant, on appelle ça. Donc c'est un costume en mousse qu'on met en dessous du costume, qui permet de rendre les personnages un peu gros et que ça bouge bien en dessous. Donc, première étape, comme pour une prise d'empreinte, on vient coller un ball cap sur sa tête. Donc, on aplatit ses cheveux et on lui met une espèce de bonnet de bain qu'on vient coller et fondre. Et c'est ça, donc je vais continuer un peu le timelapse. Donc, on sèche, on applique de la colle, on sèche ses cheveux, on y va petit à petit, on avance. Donc là, on peut voir, comme dit, en train de s'endormir. Donc, ouais, parce qu'il est très tôt le matin, fait qu'il s'endort. Donc là, après ça, donc là, oui, on a fini de poser le balcap. Après ça, on peint le balcap avec du Pax, ce qu'on appelle du Pax, c'est-à-dire c'est de la peinture acrylique, tout simplement mélangée à de la colle Prozed, qui permet d'avoir une couleur un peu chair de base, comme ça, pour pas qu'on voit ses cheveux à travers la perruque, les cheveux noirs. Donc c'est ça, on sèche notre Pax. Ensuite, on a aussi encollé ses sourcils. Donc là, on commence par coller le cou, la prothèse du cou en premier. Ensuite, là, on commence à mettre les deux joues. Donc on peut le voir, je me pose. Ah, ça, c'est moi qui regarde la caméra. Donc là, on peut voir qu'on a mis les deux joues. Et sur le bord, on a comme ce qu'on appelle du flashing. C'est par ça qu'on tient la prothèse. Et on vient faire fondre les bords pour avoir une transition seamless entre la peau et la prothèse. Donc on vient fondre avec de l'alcool le bord de la prothèse, petit à petit aussi. Donc ça, c'est une étape vraiment importante, la pose de prothèse, car moi je suis d'un côté, Bruno est de l'autre, on pose chacun une joue, et il faut vraiment que ça soit symétrique, il faut vraiment que ça soit à la bonne place. Si c'est 1 mm décalé ou un demi-millimètre décalé, ça va vraiment se voir à l'écran, puis ça va vraiment être bizarre, son visage va être tordu. Fait qu'on prend notre temps pour poser les prothèses à chaque fois. Et si ça ne va pas, on la décale un peu, on la replace. Et c'est ça, vraiment une étape très importante. Donc là, au fond, tout le flashing autour qui va disparaître. Voilà. On poudre à chaque fois aussi pour pas avoir de la colle partout. Ensuite, on colle le nez. Le nez, donc ça c'est toujours un peu délicat parce qu'il faut aller dans les narines de l'acteur avec de l'alcool pour lui fondre les trucs. C'est ça. Donc là, il s'endort. Andy est très, très fort. Il arrive à dormir sans s'écrouler. Donc il arrive à dormir droit. C'est pas mal. Donc il y en a qui dorment, il y en a qui révisent leur texte. Certains acteurs qui sont très marrants parce qu'ils se mettent à parler, puis tu crois qu'ils parlent, et en fait non, ils sont en train de réciter leurs lignes. Et ils sont à fond dans leur personnage. Fait que des fois, c'est très, très marrant. Et il y en a d'autres qui sont super chiants aussi, parce qu'ils n'arrêtent pas de bouger, ils appellent leur mère sur Facebook, et ils sont relous. Donc,
Ah, bonjour. Je suis de retour. Est-ce que j'ai été déconnecté longtemps? Ouais, tu as été déconnecté, tu m'entends? Ouais, Ouais, tu as été déconnecté, ça va, même pas 1 minute, donc on s'est arrêté, à ton timelapse d'avant, sur, le moment génial où tu disais que les acteurs étaient chiants des fois. OK. Si tu peux reprendre là, ce serait cool. OK. Très bien. Est-ce qu'il faut que je partage mon écran, c'est ça? Ouais, 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 il faut que tu repartages ton Ouais, écran. c'est ça. OK, on est en live, hein, là, j'imagine, hein? Toujours, ouais. C'est pas Faut pas que très je grave, dise je des leur ai dit que tu revenais. OK, je suis de retour, je suis de retour. Non, je vais pas remettre mes lunettes. OK, donc on repart au moment où, l'acteur est chiant. Donc lui, il est pas chiant justement, c'est ça qu'on disait. Lui, il est super cool. Fait que, fait qu'on continue. Donc je disais que Bruno commence, moi je prépare mes petites couleurs dans mon coin et Bruno commence à poser le fond de teint, donc la première couleur de fond de teint pour matcher un peu sa peau. Et donc il fait le tour comme ça. Donc là, on voit que ça commence à se fondre, les prothèses commencent à fondre. Là, on vient de lui poser les dents parce qu'il aimait bien les mettre avant pour s'habituer d'avoir les dents dans la bouche avant d'aller sur le set. Parce que en général, on les met vraiment au dernier moment, ce genre de truc. Vu que ça gêne un peu, on les met vraiment juste avant la scène. Parce que l'acteur, des fois, peut attendre 2 heures de tourner. C'est un peu n'importe quoi sur les tournages, surtout les tournages américains. Ils te font te lever à 3 heures du mat, tu fais un maquillage de 4h30. Il doit être prêt absolument à 8 heures. Et finalement, il tourne la première scène à 1 heure de l'après. Donc ça, c'est un truc vraiment classique, fait que t'attends comme un con. Donc là, voilà, donc Bruno est parti chercher un café. Moi, je commence à faire les rouges. Donc on a plusieurs couleurs, là, on y va petit à petit. Donc toute l'astuce pour la peinture hyper réaliste de peau, c'est qu'on utilise des couleurs super diluées, un peu comme de l'aquarelle, mais vraiment très diluées, et qu'on vient superposer l'une par-dessus l'autre en créant des vibrations, des petites gouttelettes, etc., pour recréer tout le côté random de la peau. Et toutes ces couleurs, l'une par-dessus l'autre, va créer une sorte de transparence, une fausse transparence, en fait. Euh, on va pouvoir voir les capillarités sous la peau, les veines, recréer des veines, etc. Et c'est ça, toute l'astuce est là-dedans, qui est à l'inverse du fard gras, qui est ces fards qui sont très épais et puis qui vont couvrir. Si tu veux couvrir un bouton, tu utilises quelque chose de très épais, par exemple. Et nous, c'est l'inverse. On utilise des trucs très dilués pour qu'on garde encore les couleurs qu'il y avait en dessous. Donc, c'est ça. Ça, c'est la technique. Donc, voilà, on sèche. Là, Bruno fait du poil à poil pour les sourcils. Des fois, on les assurtule, donc ça va plus vite. Mais là, on n'avait pas le temps sur ce projet-là. Fait qu'à chaque fois, on recolle les poils. Donc là, je fais les petites finitions au coin des yeux. Et on finit souvent, enfin, moi, j'aime ça, finir au pinceau. Je fais la plupart de mon maquillage à l'aérographe, mais disons que je fais 20% à la fin au pinceau pour faire les grains de beauté, les petits détails, certaines veines, et pour donner aussi une petite différence, parce que l'aérographe peut avoir un côté tout le temps ouais, une sorte de matière un peu tout le temps la même. Donc c'est ça, donc là on pose la perruque, on arrive vers la fin du make-up. Pose la perruque, voilà, donc là Bruno tient une photo, donc c'est un maquillage qu'on avait fait le premier jour. Donc on imprime ces photos-là parce que tous les jours, il faut qu'on refasse exactement le même maquillage, donc vraiment très précis. Pour que ce soit raccord. Donc, si on a mis un grain de beauté à cet endroit-là, il faut qu'on le remette exactement à cet endroit-là, de la même densité, etc., pour qu'il n'y ait pas de faux raccord après, parce qu'on peut très bien tourner une même scène sur plusieurs jours, ou même deux scènes qui vont être back-à-back dans le film, à une semaine d'intervalle. Et dans le film, elles se retrouvent collées à une seconde. Et là, si on n'a pas fait le même maquillage à une semaine d'intervalle, le plan d'après, on voit tout de suite qu'il y a eu un changement. Donc, il faut vraiment être précis. Donc, on utilise des photos références comme ça. Et là, je tiens une petite palette. Donc, c'est les mêmes couleurs que j'ai liquides dans l'aérographe, que j'ai aussi en palette comme ça, ce qui permet de matcher les couleurs, puis de partir sur le plateau aussi. Sur le plateau, les retouches se font avec des palettes comme ça. Là, on fait toutes les dernières finitions. Et il commence à se réveiller là. Hop, là, on a vu qu'il y a une personne qui est arrivée par la petite porte là, hop, ici. Hop. Donc ça, c'est la troisième assistante réalisatrice qui vient nous demander si on a bientôt fini.
Donc elle nous met la pression un peu tout le temps, tu vois. C'est un peu le lien entre le plateau et les trailers de maquillage, le camp de base. C'est le lien entre le plateau et le camp de base. Donc elle fait en sorte que les acteurs, tout le monde aille sur le set à la bonne heure et soit pas en retard. Fait que c'est ça. Fait qu'elle vient nous voir souvent pour nous demander combien de temps, est-ce qu'on est en retard, est-ce qu'on n'est pas en retard. Donc voilà, donc là Andy est fini, il a ses dents blanches, il est content et il est prêt à être envoyé sur le plateau. Donc voilà, donc ça c'était toutes les étapes pour passer de Andy Serkis normal à Peter Wembley. Donc voilà, donc on a fait ce maquillage plusieurs fois et c'était vraiment une super expérience. Donc là, on est allé à travers tout ça. Je vais avancer parce que je pourrais parler des heures de ça. Je vais vous Tu- montrer vite fait. Ah oui. Ah, t'as-tu une question? Est-ce que Non, j'ai non, du temps? vas-y, t'as du temps, il est 21h, donc 21h07 en fait. Mais je pense que si t'as encore des choses à montrer, c'est génial, ça laisse le temps de poser pas mal de questions. Moi j'en ai 4-5 là. Mais Ok. vas-y, continue, montre ce que tu veux montrer et puis on enchaînera sur les questions après. Je vais montrer un autre exemple. Justement, je voulais parler un peu des nouvelles technologies, de l'impression 3D et tout, que le métier de maquilleur change. Et aussi le fait que, oui, insister aussi un peu sur le point que quand on est maquilleur, donc là, je vous ai montré la partie maquillage, donc c'est la partie finale, mais avant ça, disons que je passe les trois quarts de mon temps, je les passe dans un atelier d'effets spéciaux, je ne les passe pas sur les tournages. Les tournages, c'est vraiment la finalité, le bout, mais on passe plus de temps à préparer les choses qu'à les poser. Et, et du coup, en atelier, je fais pas de maquillage. En atelier, je vais faire des live casts des acteurs. Après, on va sculpter les prothèses. Le lendemain, on va faire des moules en plâtre, en résine, en époxy, etc. On va couler du silicone dans ces moules pour faire des prothèses. On va faire des faux corps en silicone. On va faire de l'animatronique. Des fois, on crée des personnages robotiques, des faux bébés qui bougent, des monstres. Euh, on va faire de la peinture silicone. On a un peu MacGyver. Il faut qu'on puisse faire tout et n'importe quoi. On va fabriquer. Des fois, on fait même un peu des accessoires, des props. Ça nous arrive aussi. Du coup, là, je vais vous parler je vais prendre un autre exemple pour vous montrer ce qu'on peut faire en 3D, justement. Donc là, c'était pour le dernier X-Men. Donc ça, pour le dernier X-Men, il y a un personnage le méchant, en fait, qui est joué par Jessica Chastain, qui est un Skrull ou Krull, je ne sais plus trop, un design un peu moche en plus. Je n'aime pas forcément bien ce design, mais il est vraiment même très moche. Mais en gros, c'est une espèce de gros alien vert comme ça qui a des longs bras. Et, euh, et cet alien va être fait en 3D. Il va être en CGI dans le film. Mais pour les plans d'interaction avec les humains, ce qu'on fait en général, c'est qu'on crée quand même euh, un faux bras. Par exemple, là, dans cette scène-là, quelqu'un se fait attraper à la gorge et étrangler par le gros méchant. Il faut qu'on fabrique ce bras pour que l'interaction soit plus facile, etc. Et qu'on ait un effet plus réaliste. Pour un plan serré, bien entendu, on verra juste le bras du méchant. Fait que ça, c'est un bras humain qui doit rentrer dans un faux bras comme ça. Donc, ce qu'on doit faire, le challenge là-dedans qu'on m'a demandé, donc je travaillais pour Adrien Moreau à ce moment-là, le challenge, c'était de faire des extensions de doigts, de pouvoir placer cette main-là dans cette main d'alien et que les doigts puissent bouger en fonction de la main de l'acteur qui est à l'intérieur. Donc, euh, pour ce faire, je commence par faire un petit croquis. Donc là, sur ce croquis, on peut voir que on va devoir mettre notre main un peu comme Spock, comme ceci. Donc j'ai moulé la main de l'actrice dans cette position-là de Spock. Et d'après ce petit schéma, je vais créer genre des extensions de doigts avec des articulations, comme on peut voir là-dessus. Donc ça paraît très simple comme schéma, mais vous allez comprendre après. Ensuite, je prends un logiciel de 3D qui s'appelle Cinema 4D, par exemple, un logiciel de 4D. Et je vais créer mes trois parties sur mon logiciel. Donc la première phalange, la deuxième phalange, la troisième phalange, en pensant à comment je vais l'animer. Donc il y a des tubes pour passer des câbles, etc. Donc ça, c'est mon petit design.
Ensuite, quand j'ai fait ça, j'envoie ça à une imprimante 3D qui va imprimer les pièces une par une. Donc, j'imprime mes 3 phalanges. Et ce qui est vraiment cool avec l'impression 3D, c'est que j'ai besoin de modéliser qu'une fois un seul doigt. Et pour faire les autres doigts, j'ai juste à changer la proportion de chaque partie du doigt, puis réimprimer ces parties-là. Pareil, si j'ai eu des problèmes de taille, c'était pas la bonne taille, etc., j'ai juste eu à changer sur mon logiciel et réimprimer les parties. Donc ça, c'est les 3 doigts assemblés avec un câble qui passe à l'intérieur et des élastiques sur le dessus. Euh, après impression. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est très cool. En ça, on devait tout fabriquer à la main, à partir de morceaux de métal, etc., les tailler, etc., faire des trous dedans pour pouvoir passer des câbles. Ça prenait du temps. Et quand c'était pas la bonne taille, il fallait tout recommencer depuis le début. Donc là, ça c'est mes parties. Donc ça c'est une petite vidéo pour vous montrer comment ça bouge. Donc l'élastique remonte le doigt. Donc on va tirer avec un câble par en dessous et l'élastique remonte le doigt. Ça, c'est voilà, donc les parties montées sur la main. Donc, je vais vous montrer la main. Donc, c'est en fait à partir de l'empreinte de la main. Donc, la main est en dessous. À partir de l'empreinte, j'ai créé de la fibre de verre par-dessus pour faire une sorte de coque articulée. Donc, la main s'enfile dans ce gant en fibre de verre. Et ce qui est très cool avec ce système-là, c'est que quand la personne plie la main, ça vient plier vraiment en même temps les doigts, les extensions de doigts, en fait, en tirant sur le câble. C'est mécanique, mais il n'y a pas besoin de moteur. Ça utilise juste le fait que quand les doigts se plient, le câble se tend et vient tirer sur l'extrémité du doigt en plastique. C'est vraiment très cool. Donc tout ceci est monté sur une main en mousse comme ça. Ensuite, je remoule tout ça. Bon, il y a peut-être des trucs que vous n'allez pas comprendre parce que je suis obligé d'aller un peu plus vite, mais je remoule tout ça et sur cette sculpture-là, ouais, sur cette mécanique-là, on va venir sculpter la main finale du personnage et faire un moule. Et donc ça, c'est des petits. Vous pouvez voir comment ça fonctionne. Quand on plie le doigt, les extensions des doigts se plient en même temps. C'est très cool. C'est très smooth. Ça marche vraiment bien. Voilà. Et ça, c'est justement la peau en mousse de latex par-dessus qui vient suivre, comme on peut voir, vraiment très souple, qui vient suivre. Bon, ça n'a pas été trimé sur le côté, donc c'est encore un peu dégueulasse, il n'y a pas de peinture et tout, c'est vraiment brut, mais c'est pour montrer, pour voir comment ça bouge avec la peau par-dessus. Ça bouge vraiment très bien. Moi, je ne peux pas enfiler ma main à l'intérieur, parce que l'actrice était vraiment toute fine. Je ne peux pas vous montrer avec la main dedans. Je vais vous repasser la vidéo là, elle est vraiment cool. Ça marche vraiment bien. Et on peut voilà, bouger vraiment dans tous les sens. Donc ça, c'était un projet vraiment cool pour... donc voilà, ça c'est toutes les étapes. Le personnage, les extensions de doigts, etc. Donc c'est ça aussi, être maquilleur en effets spéciaux, c'est pouvoir euh, ingénier, je ne sais pas si on peut dire ingénier, mais trouver les solutions comme ça pour aller au-delà du maquillage. C'est pour ça qu'on appelle maquillage spéciaux, c'est que là, il y a effectivement du maquillage, on va mettre une peau en mousse de latex sur la main de l'acteur, mais en plus, il faut que cette peau bouge, fait qu'il faut construire quelque chose à l'intérieur. Voilà, donc ça c'était le personnage de Skrull qui a été designé par David Masson, qu'on peut voir en bas, sûrement un français. Euh, donc c'est ça. Et au final, oui, voilà, petit point intéressant aussi, c'est que c'est pas du tout dans le film. Ce qui arrive très souvent aussi en effets spéciaux et dans le cinéma, c'est qu'on travaille pendant des semaines sur des choses cool comme ça et qui ne sont pas dans le final. Donc le personnage est bien dans le film, mais ils n'ont même pas utilisé le bras sur le set. C'est-à-dire que le bras a été amené, moi j'étais pas là le jour-là, le bras a été amené là-bas. Et ce qui se passe souvent, c'est que le réalisateur est pressé, il fait ouais, ok, machin, on tourne. Plan suivant, ok, le bras, non, on n'a pas le temps, on s'en fout, on fait paf. Et voilà. Donc là, c'est des milliers de dollars, plein d'heures, de la passion, plein de choses qui partent à la poubelle. Mais bon, ça, on s'y fait vraiment. Au début, c'est vraiment casse-couille, mais c'est un truc qu'on s'y fait. Hein, parce que t'as pas le choix. T'as pas le choix, sinon tu deviens fou. Tu t'arrêtes. Puis tu fais autre chose. Tu veux travailler au McDo.
Ok, donc ça c'était pour X-Men et oui, du coup pour finir sur les nouvelles technologies, l'impression 3D. Comme on va sûrement abandonner les livecasts pour scanner les gens, on fait aussi maintenant des moules en 3D. Donc on fait même plus de moulage. Euh, on crée par exemple les prothèses ou on crée des personnages sur ZBrush ou des logiciels de 3D. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on met ces personnages en négatif et qu'on imprime directement le moule. C'est complètement dingue. C'est-à-dire qu'on imprime le moule fini directement depuis l'ordinateur. Donc, on n'a même plus besoin de. C'est sculpté en 3D et on imprime le moule directement. Donc, on a des moules très légers euh, et, euh, et on peut faire des moules très compliqués aussi parce que du coup, ils s'emboîtent vraiment super bien l'un dans l'autre. Donc, on utilise de plus en plus les technologies d'impression 3D dans le cinéma. Et ça, c'est vraiment cool. C'est ça. Donc, ça, c'était un autre exemple. Je peux vous montrer. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je peux vous montrer un maquillage sans prothèse, par exemple. Ça, c'est un maquillage. Pas un ou deux exemples comme ça. Ça, c'est un maquillage pur, c'est-à-dire sans prothèse, ce qu'on appelle du old age steeple, donc le personnage devait vieillir. Donc là, il a un bal cap, donc il a cette espèce de bonnet de bain sur ses vrais cheveux et qui a été repeint. Donc, et on lui a posé une perruque par-dessus, donc ça permet de lui montrer cette calvitie avancée, ses cheveux très gris. Et pour le reste du visage, il n'y a pas de prothèse, c'est juste exagérer les traits, exagérer toutes les taches de vieillesse, etc. On utilise du latex, donc on vient étirer la peau du personnage, on met quelques couches de latex et on sèche. Et quand on relâche la peau, ça crée des rides accentuées. Donc c'est une technique qu'on appelle le old age stipple. Et c'est ça. Après, on vient lui enfiler quelques petits poils blancs dans les sourcils, ces longs poils blancs qu'ont les vieilles personnes, vous savez. Et, euh, et c'est ça. Et des lentilles aussi, dans ce cas-là, des petites lentilles qui viennent comme flouter un peu le regard et qui donnent. Ça, c'est vraiment important. Le regard, ça marche vraiment super bien quand on vient mettre ces lentilles-là. On donne tout de suite 20 ou 30 ans de plus. Donc voilà, donc ça, c'est un petit exemple de. Et aussi des peintures, par exemple, de main. Donc ça, c'est de la peinture hyper réaliste de main. Ça, c'est un truc que j'aime vraiment bien faire, la peinture hyper réaliste de faux corps. Donc, on vient étudier des photos de mains, et puis essayer de recréer les transparences dans les ongles, etc. Les mains en silicone. C'est ça. Ensuite, ouais, je parlais des moules justement. Donc, ça, fabriquer un moule, c'est un peu comme ça. Par exemple, c'est une sculpture de prothèse de cou de vieillissement. Vous pouvez reconnaître le menton, les joues, puis le cou d'une vieille personne qui est totalement évasée sur un moule. Donc là, ça paraît un peu compliqué, je ne vais pas rentrer du tout dans les détails. Hein. C'est juste pour vous montrer à quoi peut ressembler un moule, la fabrication d'un moule pour couler les prothèses. C'est assez cool, on dirait une sculpture. C'est cool. Et là, c'est par exemple, c'était Leonardo DiCaprio pour, je vais finir là-dessus, The Revenant. Dans The Revenant, Léo, il se fait un peu comme secoué par tout le long du film. Il se fait un peu pousser dans l'eau, il se fait tirer dessus, il se fait bouffer par un grizzly. Enfin, il s'en prend plein la gueule. Et du coup, Léo, dans la neige, il a froid, fait qu'on ne va pas lui demander toutes les 5 minutes de se jeter dans l'eau glacée dans le fin fond du Canada. C'était tourné en Alberta. Fait qu'on nous demande de créer un faux corps de Leonardo DiCaprio. Donc, pour toutes les scènes où on va le voir de loin, par exemple, on va le voir de dos, par terre, on va le voir tomber dans une rivière, on va le voir dévaler quelque chose, où il va devoir rester, par exemple, allongé dans la neige pendant 3 heures parce qu'on fait un plan où il est blessé au loin, je sais pas quoi. On utilise ce mannequin-là, comme ça on n'a pas besoin de demander à Leonardo DiCaprio de se peler les roustons dans la neige. Et donc c'est ça. Donc pour ce faire, c'est la même chose. On a moulé, enfin, on n'a pas moulé. Dans ce cas-là, c'était ce qui arrive aussi souvent, c'est que c'est moulé ailleurs quand l'acteur ne peut pas se déplacer. Il a été moulé à Los Angeles. Et on nous a envoyé
les livecasts et on a fait les tirages dans les livecasts. Donc c'est ça, même technique, on fait le tirage en silicone et tout ce corps-là est articulé. Donc moi j'ai pas mal travaillé là-dessus, sur toute l'articulation du corps. À l'intérieur, il y a tout un squelette en acier qui permet d'articuler genre les bras sans qu'ils partent dans une position où ils ne devraient pas aller. Donc c'est vraiment un mannequin qui est vraiment, je fais bien le mannequin, qui est vraiment articulé dans tous les sens, même le cou. Le cou, j'ai fait en sorte que la tête ait le même poids qu'une tête réelle, fait que quand elle tombe, elle s'arrête au même endroit, elle tombe en arrière, elle s'arrête là. Enfin, tout est là-dedans pour créer le réalisme. Et ensuite, c'est poilé, peint. C'était peint par Michel Bougie, qui est un artiste incroyable, qui a été fait aussi dans l'atelier d'Adrien Moreau. Voilà. Donc, je vais finir. J'avais d'autres exemples, mais je pense qu'on va peut-être passer à des questions, hein, parce que sinon, je J'arrive pas à m'arrêterai. t'interrompre en fait parce que je suis à fond, donc je regarde et j'arrive pas, j'arrive pas à te dire d'arrêter. Mais il y a pas mal Vas-y. de questions. Il y a pas mal de questions. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais t'en poser quelques-unes. On n'arrivera pas à toutes les faire. Par contre, si tu es OK, tu pourras répondre aux questions directement sur la vidéo après coup. Ok. On va déjà en poser quelques-unes. Alors, il y en a une qui ressort, qui m'intéresse en plus, donc je la pose. J'en profite. À quel point les réalisateurs savent ce qu'ils veulent au niveau des maquillages? Quelle est ta part de liberté dans la création des designs? Ah, ça, c'est une bonne question. En général, alors ça dépend. Il y a des réalisateurs qui savent vraiment ce qu'ils veulent, comme les réalisateurs comme Inarritu sur The Revenant ou ce genre de réalisateurs auteurs qui savent même un peu trop ce qu'ils veulent des fois, qui peuvent être vraiment chiants, ou Darren Aronofsky ou ces personnes comme ça. Et d'autres réalisateurs qui sont plus des faiseurs, puis qui sont pas, qui en ont un peu rien à foutre, qui lancent leur idée comme ça, puis qui disent vas-y, lance-toi, fais ton truc. Donc ça dépend des réalisateurs et ça dépend aussi des productions. C'est-à-dire que certaines productions euh, ont leur propre designer, fait qu'ils ils vont designer des trucs en interne qui vont nous envoyer, puis nous on va devoir faire leur truc. Ou d'autres productions où ça va être nous qui allons designer nos make-up. Donc moi, quand je travaille un atelier, je design pas le make-up moi-même. C'est le chef designer de l'atelier qui va designer. Moi, je suis son design. Donc, moi, je dois copier au plus précis le design qu'on me donne, en général. Quoi. Donc, moi, disons, personnellement, j'ai très peu de liberté dans ce que je fais. Sauf pour des trucs plus simples, comme des blessures, par exemple. Une plaie ouverte sur un bras, etc. On ne va pas me dire dans ce sens-là. Enfin, quoique, des fois, ils le font, mais ils ne vont pas me donner le sens, le truc, etc. Je vais pouvoir un peu sculpter un peu comme je veux la blessure. Mais en général, j'ai des designs assez précis et je dois m'y tenir. Tu as une autre question? Ok, ouais, j'en ai plein d'autres. Du coup, la question d'après, est-ce que tu peux, si tu sais, décrire un petit peu la différence entre les créatures, c'est Yannick Rosset qui demande ça, entre les créatures qui ont des scènes dans l'eau, par exemple dans le film de Del Toro, La forme de l'eau. Est-ce que ça se passe, Ouais. est-ce que ça se passe de la même manière que les créatures qui n'ont pas, ou en tout cas les prothèses, par exemple, à qui tu ne fais pas subir une immersion dans l'eau ou je sais pas, ou Ouais, ouais, mais autre forme de détérioration. Est-ce que, voilà, comment est-ce que tu travailles avec bah, cet c'est aspect-là? une bonne question. Oui, il y a des différences. L'eau, c'est toujours un problème. Euh, les plus gros ennemis, c'est l'eau et la chaleur en général pour le maquillage. Euh, euh, ouais, l'eau et la chaleur. Pour l'eau, j'allais diverger sur la chaleur, mais pour l'eau, par exemple, on utilise des prothèses en silicone. Donc ça, c'est bien parce qu'au début du maquillage d'effets spéciaux dans les années 70, on utilisait juste de la mousse de latex, qu'on utilise de moins en moins parce qu'elle n'a pas la transparence du silicone. Et la mousse de latex dans l'eau, par exemple, ça marche pas. C'est vraiment de la merde parce que ça boit l'eau et c'est vraiment pas fait pour, puis ça marche pas. Mais ce qui est bien avec le silicone, c'est que ça résiste vraiment bien à l'eau. Et on a des fards, on peut peindre nos prothèses au silicone. Si on sait que ça va aller dans l'eau, on va carrément faire des prothèses qui sont peintes avec du silicone, avec peinture silicone. C'est-à-dire que ça va être totalement, genre, ça va pouvoir tenir toute la journée dans la flotte, etc. Et c'est ça. Après, totalement immergé dans l'eau toute la journée, c'est un peu délicat, mais on fait en fonction
on fait en sorte de l'immerger le moins possible. Mais disons que pour le truc de Del Toro, par exemple, la créature, c'est ça, elle est en silicone, fait que ça pose pas trop de problèmes, quoi. Puis quand on a des grosses créatures, avec par exemple si on a un gros ventre à faire descendre dans l'eau, ou une grosse créature avec un vide à l'intérieur, on fait un peu le même système que dans les sous-marins. C'est-à-dire qu'on a des poches à l'intérieur qu'on peut ouvrir et fermer pour remplir et vider l'eau, pour qu'il puisse couler ou pas flotter comme un ballon. S'il a un gros costume, fou dans l'eau, il va flotter comme un con, la créature, puis ça va trop pas marcher. Fait qu'on a des valves, on ouvre, il se remplit d'eau, puis comme ça, tu peux le faire un peu couler à la profondeur que tu veux, ta créature. Et quand il sort de l'eau, tu ouvres la valve pour vider le mec. Donc, c'est des petites astuces à trouver, mais oui, c'est carrément faisable. Alors, j'enchaîne sur les questions. Du coup, Lucas demande quel a été ton plus gros défi en termes de maquillage? Tu fais bien de remettre le chapeau là, c'est le moment. Quel a été ton plus gros défi en termes de maquillage prosthétique sur un tournage et qu'est-ce que tu considères comme étant le plus dur à faire? Mon plus gros défi, c'est compliqué à trouver comme ça, machin, mais le plus dur à faire, ça, je peux te le dire. Je peux te le dire, le plus dur à faire, c'est des maquillages très réalistes comme les vieillissements dont je parlais tout à l'heure. Car quand tu crées une créature, un zombie par exemple, une créature imaginaire, les gens n'ont pas l'habitude de voir un zombie ou n'ont pas l'habitude de voir un alien ou ce genre de choses. Fait que ça vient totalement de notre imaginaire. Donc tu peux le créer un peu n'importe comment, même s'il est un peu tordu ou quoi que ce soit, ça va plus ou moins passer, tu vois. Mais si tu fais un vieillissement, tout le monde je veux dire, tout le monde a des grands-parents, tout le monde a vu des vieilles personnes, et de près, de loin, on l'a dans notre tête, tu vois. Fait que s'il y a quelque chose qui ne va pas, même une personne qui ne fait pas de maquillage, quelqu'un de complètement random, va voir qu'il y a quelque chose qui cloche dans ton maquillage, tu vois. Hein, il n'a pas l'air d'être normal, ce personnage. Fait que le plus compliqué, c'est les transformations réalistes, disons, quand on veut faire ressembler un personnage à une personne connue, par exemple, ce genre de choses. Ce genre de maquillage où je me mélange les pinceaux. J'avais parlé d'un maquilleur qui s'appelle Kazuhiro Tsuji, qui est un grand maquilleur et qui est spécialisé là-dedans, justement, dans les maquillages très, très réalistes et qui a fait Bombshell dernièrement, justement, avec Charlize Theron, où il fait ressembler Charlize Theron à une animatrice TV dont j'ai oublié le nom. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur. Avec aussi les ball caps, c'est-à-dire rendre quelqu'un chauve quand il a plein de cheveux. Je vais remettre ça bien. Quand il a plein de cheveux, rendre quelqu'un chauve pour que ça soit vraiment réaliste, ça c'est toujours un problème. Et le ball cap avec la chaleur, il se décolle. On a souvent beaucoup de problèmes avec ça. Donc c'est quelque chose de compliqué. Donc je dirais les vieillissements, les maquillages de transformation pour faire transformer une personne en une personne connue, et les ball caps, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Pour le reste, ça va. C'est ça. Alors, Prochaine question. ouais, la question d'après. Alors, ouais, non, il y a deux questions que j'ai envie de traiter là en même temps. Attends, excuse-moi, je fais en même temps mon petit tri. Alors, ouais, la première question par rapport aux effets spéciaux 3D. Tu connais le musée, je sais que tu es allé au musée Miniature et Cinéma à Lyon. Je sais que tu y es allé, j'ai vu des photos. Ouais, j'aime Ouais, bien. donc ouais, est-ce que... Du coup, tu disais quoi? Je dis, c'est un très bon musée que je conseille à tout le monde. Ah oui, non, mais il est formidable. On leur dira qu'on a fait de la pub. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer si, oui ou non, l'avènement des effets spéciaux 3D a changé quelque chose dans le métier que tu exerces? Ah, ça, c'est une question qui revient souvent. Oui, bien sûr, ça a changé les choses parce qu'il y a des trucs il y a des trucs, il y a des choses qu'on fait en 3D maintenant, donc c'est du boulot en moins. Mais notre métier ne va pas disparaître comme ça aussi rapidement. Après, disons que ouais, les premiers vrais trucs cool qui ont été faits, c'était sur Benjamin Button. Tout le monde a vu ce film-là. Donc ça, il y avait pas mal de maquillage. Il y avait des vrais maquillages, puis il y avait des maquillages en 3D. Et c'est pas encore ça. C'est pas mal, mais disons que c'est pas encore ça.
c'est très utile pour les rajeunissements, parce que nous, on a vraiment des limites très petites pour rajeunir quelqu'un. Je parlais des vieillissements, là, c'est simple de vieillir, puisqu'on rajoute de la matière sur le visage, on fait tomber la peau. Mais rajeunir quelqu'un, c'est vraiment très compliqué. On peut rajeunir de quelques années, mais on ne peut pas rajeunir une personne qui a 80 ans, on ne peut pas la rajeunir à 30 ans. Ça ne marche pas en maquillage. Fait que dans ce cas-là, c'est très cool d'utiliser la 3D pour ça. Ils le font de plus en plus dans les derniers films, justement, dans les Star Wars. Ils ont fait ça avec Will Smith aussi dans Gemini, whatever. Là. Et c'est pas mal fait quand même. Mais donc, disons que ça reste complémentaire. On a eu peur au début quand ça a commencé à se faire sur Benjamin Button à cette époque-là un peu. On s'est dit, fuck, il va plus y avoir de maquillage classique. Mais en fait, si, parce qu'il y a aussi une autre, je perds mes mots. Disons que le maquillage effets spéciaux classiques, c'est beaucoup moins cher que des effets CGI. Fait que c'est beaucoup moins cher de payer une personne pour maquiller quelqu'un pendant 15 jours sur un set que de payer après 50 personnes derrière des ordis pour essayer de rajeunir quelqu'un. Et ça va prendre 3 mois à faire. Donc il y a aussi ce truc financier qui rentre en compte. Mais les producteurs aussi ils se disent toujours on va faire ça après en post-prod. Ça, c'est leur grand truc. Ils s'en foutent. On fera ça plus tard. Fait que j'ai oublié la question, mais j'ai oublié de quoi on parlait. Mais C'était on sur parlait, oui, des effets. l'avènement de la 3D. Est-ce que ça a changé ton boulot, la 3D, Ouais, effets c'est ce que spéciaux? j'avais mon boulot. Disons que pas tant que ça. Disons que c'est quand même complémentaire. Et des fois, on fait aussi des make-up très cool où on va faire un make-up sur la moitié du visage, puis on va avoir du green screen intégré dans du make-up à un endroit pour pouvoir créer genre un trou dans le visage de quelqu'un qui est encore vivant. Et ça, c'est très cool. Il y avait un truc dans Spider-Man comme ça, le méchant double face là. C'était assez cool comme cet effet. Moi, j'aimais bien cet effet-là. Il était maquillé, on maquille un peu la transition, un peu une partie du visage, puis toute l'autre partie, c'est de la 3D. Fait qu'on bosse avec les gars de 3D sur ces moments-là, c'est assez cool. Donc, ça change, mais disons que je pense pas que notre métier est prêt à disparaître. Il évolue, comme je disais avant, là, avec les nouvelles technologies, l'impression 3D, etc., les scans. Donc, on sera toujours là. Tant qu'il y aura des vrais acteurs, on sera toujours là pour les maquiller. C'est ça le truc. Mais bon, avec maintenant, avec l'intelligence artificielle, deep learning et tous ces trucs-là, là, je me dis qu'à un moment donné, il n'y aura même plus d'acteurs sur le tournage. Ah ouais, tu vas lancer Donc, une bombe, là, je vais me retrouver avec des messages derrière. ouais. Quoi? Notre métier est menacé. Alors, j'ai une autre question juste après que je trouve intéressante, justement, d'une maquilleuse qui s'appelle Constance Savelli, qui travaille aussi sur les effets spéciaux et qui demande si les prothèses dentaires ne gênent pas l'élocution de l'acteur. Est-ce qu'elles sont redoublées en post-prod ou est-ce qu'il est possible de faire des prothèses dentaires suffisamment light pour ne pas gêner la parole? Euh, oui, oui, bonne question. Ça dépend comment tu fabriques ta prothèse. La plupart du temps, je dirais que les 3 quarts du temps, voire plus que ça gêne l'élocution et ça transforme un peu l'élocution de la personne. Euh, donc, ce qu'on fait, c'est ça, c'est un bon point qu'elle a souligné, c'est que quand c'est vraiment trop chiant, en général, c'est redoublé après en studio, exactement. C'est redoublé après coup. Et oui, on peut faire des prothèses qui ne gênent pas l'élocution si, en fait, si la prothèse dentaire est juste devant les dents et qu'elle n'est pas trop épaisse. Et c'est en fait ce qui gêne souvent l'élocution, c'est derrière, en bas et aussi en haut, mais surtout en bas. S'il y a trop d'épaisseur, en fait, la langue, la cavité buccale et la langue, tout est super bien tué pour que notre voix soit tout le temps la même. Et si tu déformes un tout petit peu à l'intérieur, les sons sortent plus pareils. Donc, par exemple, sur le Andy Serkis, ça gênait pas son élocution parce que c'était des prothèses en plastique, même pas en résine, super fines, comme du thermoformé un peu, qui a été fait sur ses dents et repeint, et qui sont clippées sur le devant de ses dents, fait que ça gêne quasiment pas son élocution. Donc, on peut faire sans gêner. Mais si tu as des gros crocs de vampire, par exemple, à la Twilight, là, oublie ça, là tu peux plus parler, là tu parles comme un con. Voilà.
Alors du coup, j'enchaîne sur, vu qu'on a parlé du musée miniature et cinéma tout à l'heure, est-ce que, tu peux, nous dire si tu récupères certaines pièces après les tournages? Et dans l'absolu, que deviennent toutes ces pièces? La question était: que deviennent toutes ces pièces une fois les tournages terminés? Sachant qu'il y en a plein qui se retrouvent au musée, du coup. Ouais. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Cas de figure numéro un, la production s'en fout complètement, fait qu'on récupère tout. Euh, Ça, c'est cool, ce qui arrive quand même assez souvent. Cas de figure numéro 2, la production n'a pas assez d'argent au début et titi sur le budget, etc., fait qu'on dit ok, on va le faire quand même, mais on garde tout. Cas de figure numéro 3, euh, la production veut absolument garder les trucs, donc ça arrive sur les gros films américains, et encore pas tous, mais quand c'est. Ouais. Mais je dirais que 75% du temps, on garde tout, voire 80% du temps, on garde tout. Mais c'est toujours une zone grise, en fait. Dans les contrats, on sait jamais. Ça a toujours été une zone grise. À qui appartient vraiment? Il y en a qui disent, voilà, ils ont payé pour juste les images du truc, tu vois, mais ils ne possèdent pas l'objet en lui-même. Par exemple, un faux corps, disons, prenons un faux corps comme exemple. Ils ont payé pour le filmer et les images que ça en produit, mais pas le faux corps en lui-même. Et c'est ça, faut le préciser dans le contrat. Mais en général, on garde tout. Et sauf certaines productions qui revendent après, il y a des sites internet. Alors, quand ça se retrouve dans les musées comme ça, c'est souvent parce que ça se retrouve sur le site. Il y a un site internet qui revend tous les props des films américains. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle ce site-là. C'est le truc de vente aux enchères où ils vendent tout, ce qui permet de ramener un peu de sous dans la production quand ils se sont plantés avec leurs films. Et, mais disons que la plupart du temps, on essaye de tout garder. On essaye de tout garder parce qu'après nous, ça nous fait des showrooms. Donc dans les ateliers, on a le bureau, puis on a souvent à l'entrée, on a un showroom où on va accueillir les prods, puis on va pouvoir leur montrer des exemples justement des faux corps, des trucs. On va dire voilà, ça on a fait ça sur ce film. Ils peuvent toucher, ils peuvent regarder, puis se rendre compte que ça prend du temps à faire, puis que ça coûte cher. C'est ça. Ah, Donc j'aimerais bien faire voilà. une showroom comme ça doit être un peu l'angoisse. Ça me fait penser Ouais, à c'est la souvent salle, tu sais, la salle des horreurs là au musée justement, où t'as tous c'est les ça. trucs un peu. En West, t'as des cadavres partout. C'est un C'est peu. ça, exactement. Est-ce que t'en as gardé, toi? T'en as pas à côté de toi, là, par hasard? Moi, personnellement, Pas un non. cadavre, hein, mais un truc. T'en as pas? Non, bah, là, je suis en Nouvelle-Zélande, je suis pas chez moi, fait que j'ai pas T'as toutes pas ramené tes cadavres? Ah, j'ai c'est pas bon. mes cadavres avec moi, désolé. J'aurais pu vous montrer des trucs cool, mais là, j'ai juste mon chapeau de pirate puis mon crochet, fait que Ah, tu c'est nous tout ce les que j'ai à montreras une autre fois, c'est pas grave. On en refera une quand tu seras rentré. Du coup, alors une dernière question, après tu pourras répondre si tu veux directement sur la page. Alors, est-ce que les maquilleurs et effets spéciaux doivent savoir tout faire? Moulage, peinture, etc. Ou est-ce qu'il y a des spécialisations? C'est une autre bonne question. En fait, disons que bah, moi, je pense faut que les gens sachent tout faire, tu vois. Ça dépend des ateliers. En fait, il y a deux sortes d'ateliers. Il y a les petits ateliers d'effets spéciaux où on est de 1 à 10 personnes, je dirais. Ça, c'est des petits ateliers qu'on trouve en France, qu'on trouve au Canada, qu'on trouve un peu partout. Et il y a aussi les gros ateliers d'effets spéciaux comme Weta, où je suis en ce moment. Ces ateliers-là, on est entre 100 et 150 personnes dans l'atelier. Et, euh, et des fois même 200, 250 sur les gros projets. Et ces ateliers-là sont ultra spécialisés. Ils sont découpés en départements, un peu comme dans le cinéma ou dans d'autres trucs. Vraiment découpé en départements. Tu as le département peinture, le département casting, le département moulage, sculpture, 3D, photo. Il y a même des départements photo, il y a tout, quoi. Et, euh, et là-dedans, les gens sont ultra spécialisés. Donc, tu as un chef pas de département qui est un tueur dans ce qu'il fait. Et puis, tous les gars qui bossent pour lui. Donc là, les gars-là, à l'année longue, ils font tout le temps la même chose. Ça fait qu'ils deviennent super, super bons. Ils ont un niveau de fou dans leur discipline. Mais du coup, ils oublient, ils savent pas faire autre chose. Tu vois. Et ça, moi, c'est pas du tout mon truc. Moi, je suis plus quelqu'un qui a pas forcément un niveau de fou dans un truc, mais je peux tout faire de A à Z. Et ça, je trouve ça plus intéressant et moins chiant au final. Et dans les petits ateliers, c'est ça, parce que tu es obligé, vu que tu es genre 5 ou 6,
je sais pas moi, le lundi, il faut mouler quelqu'un, tout le monde s'y met. Le mardi, il faut commencer à sculpter. Ben, on sculpte des trucs. Tu peux pas faire la même chose tout le temps. Tu es obligé de tout savoir faire. Donc, j'oublie rapidement la question, mais c'était ça la question. Ouais, tu as répondu à la question, c'était sur la spécialisation, justement. Donc, tu as répondu, t'en fais pas. Je sais Ok. que c'est le matin chez toi, donc que tu es Ah fatigué. ouais, Je du te mal à réveille aller. beaucoup. Non, Euh, je t'en prie. il y a une autre question que je trouve bien là, qui vient d'arriver sur tu as dit tout à l'heure que les prods pouvaient garder les props, justement. Est-ce que, Ouais. est-ce que tu sais pourquoi ils les gardent? Est-ce que tu sais s'ils les réutilisent régulièrement? Et est-ce que toi, par exemple, tu as déjà vu des productions qui t'appartenaient, entre guillemets, hein, sur lesquelles tu as travaillé, qui ont été réutilisées sur d'autres films? Non, non, ils réutilisent pas. Ils réutilisent pas. S'ils gardent, c'est parce qu'ils ont peur que justement que ça soit réutilisé par nous. Fait que s'ils les gardent, c'est parce qu'eux, ils veulent mettre ça, genre si c'était un beau truc, ils veulent mettre ça dans leur QG à Los Angeles ou je sais pas quoi, tu sais, dans le bureau de production à l'entrée. Alors si on a fait une grosse créature trop cool, le producteur, il fait ah, moi je verrais bien ça devant mon bureau à la boîte de production. C'est plus pour ça qu'ils le gardent. Est-ce que tu penses Sinon, que... Ouais, sinon ils s'en prendront pas avec des merdes comme ça. ouais. Puis en plus, il y a des trucs qui vieillissent mal aussi quand même. Tu vois. Silicone, ça a une bonne durée de vie, mais après 10 ans, un truc, il y a de l'huile qui sort du silicone. Enfin, c'est pas non plus des trucs que tu peux garder trop longtemps non plus. Tu penses que c'est pour ça qu'ils ont laissé la reine alien un bon moment dans un hangar avant qu'elle soit récupérée? Ouais, bah, ça c'est mythique. Après, c'est autre chose. Là, je sais pas trop, mais ouais, ça dépend. Je te dis, c'est vraiment chaque production différente. Chaque production, il y en a qui s'en foutent, il y en a qui sont très secrets. Ah, faut qu'on garde tout parce que faut qu'on mette tout sous clé, que personne voit ça ou on sait jamais si un jour on fait une suite au film, faut qu'on ait des trucs. Ça dépend. Ou s'il y a il y a des grosses franchises, Marvel et machin. Ouais. Du coup, j'enchaîne sur une question qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire, mais c'est pas grave. Est-ce que les techniques d'impression 3D ne sont pas coûteuses? Clément demande. Est-ce qu'elles ne sont pas réservées qu'aux grosses prods pleines d'argent? Donc, en gros, comment tu t'adaptes? Je pense que la question en sous-texte, c'est ça. Est-ce que tu t'adaptes en fonction de la prod et en fonction évidemment du budget? Tu travailles plutôt avec de l'impression 3D, plutôt avec avec des prothèses que tu Ouais, réalises, oui, etc. oui. Pour l'instant, l'impression 3D, ça coûte super cher parce que ça coûte pas cher quand tu as une petite imprimante à 1000 balles chez toi puis que tu imprimes en plastique avec du plastique fondu. Ça, c'est comme j'ai fait mes petits doigts là, par exemple. Mais ça, c'était pas grave parce que c'est des doigts qu'on voit pas qui sont à l'intérieur de la mousse de latex. Puis c'était comme mes premiers essais en impression 3D. Donc ça coûte pas très cher, mais c'était pour un petit truc. Mais disons que quand tu imprimes un moule directement, un gros moule comme ça en 3D, tu es obligé d'imprimer ça dans des résines sur des grosses imprimantes 3D qui coûtent le prix d'une bagnole, tu vois, ou d'une maison. Même. Et ça, ton moule, il va coûter 10-15 000 dollars, juste le moule. Fait que, puis ça va prendre 3 jours à imprimer. Donc ça, oui, c'est réservé vraiment aux grosses productions et aux grosses boîtes qui peuvent se permettre d'investir dans ces grosses imprimantes 3D comme Weta Workshop, par exemple, qui ont un département CNC, impression 3D impressionnant, dans une salle avec 25 imprimantes, puis une pièce avec juste une imprimante qui fait la taille d'une petite voiture. Donc, donc ouais, ça coûte très très cher. Mais après, tu t'y retrouves, eux s'y retrouvent parce qu'ils font des gros projets et dans ces moules-là, ils vont devoir tirer 150 ou même des fois 1000 ou 2000 tirages d'armes ou de trucs comme ça dedans. Donc, ils s'y retrouvent. Mais dans les petits ateliers à 10 personnes, pour l'instant, on fait pas trop d'impression 3D. C'est ça. Alors, du coup, est-ce que, il y a autres questions, des brevets qui sont déposés en fonction des inventions, entre guillemets, ou des techniques utilisées dans votre métier? Euh, c'est une bonne question dans le sens où le a beaucoup de ce qu'on appelle R&D, de recherche et développement. On fait beaucoup de ça parce que c'est un peu ça tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de livre qui nous explique comment faire un truc. Faut qu'on se démerde et qu'on invente le truc comme la main, par exemple, tu vois. Faut
faut trouver des idées. Mais non, il n'y a pas vraiment de brevet. Il n'y a pas vraiment de brevet. C'est surtout, disons que le truc le plus pointu, je pense, c'est les boîtes qui fabriquent les silicones et les colles spéciales pour eux. Ils ont sûrement des brevets sur leurs produits. Mais nous, ce qu'on fabrique en atelier, non, pas de brevet. On fabrique une fois, puis anyway, on va pas forcément s'en servir après. Donc, c'est ça. Ok, du coup, dernière question et après je te laisse tranquille pour démarrer ta journée. Mais c'est dimanche là, c'est ça? Ouais, c'est Ah dimanche. bah, tranquille, ah bah, c'est bon, alors on te garde encore une heure et demie. Du coup, est-ce Ah, que... faut que j'aille nettoyer mon bateau. Ah mince, ah bah Mon oui, bateau. si monsieur a un bateau à nettoyer, alors du coup, c'est tranquille. Non, attends, Bateau pirate. il y a une dernière question technique. Est-ce que tu peux nous donner un peu les noms des logiciels que tu utilises pour les impressions 3D? Ah, c'est drôle qu'on me parle beaucoup de ça, hein. Bah, L'impression c'est 3D. la préoccupation Ah, du moment dans le milieu, je pense. L'impression ouais, 3D ouais, et l'IA ouais, je pour pense les que c'est ça. acteurs. Et l'IA pour Que les moi, acteurs. c'était juste une parenthèse, puis tu sais, un truc un peu, une petite ouverture où je parlais de ça, parce que je parlais un peu du futur du truc. Mais non, mais c'est intéressant, puis moi, ça m'intéresse à fond aussi. Moi, personnellement, après, j'en fais pas des millions. Moi, j'utilise Cinema 4D pour modeler mes trucs. Et j'imprime. Ça dépend sur quelle imprimante tu imprimes en fait. Mais j'ai pas mal utilisé Ultimaker, Cura Ultimaker, qui est le logiciel des imprimantes Ultimaker, les petites imprimantes. Voilà. Ok, bah, génial. Je pense que la personne concernée va prendre son carnet de notes et voilà. C'est ça. Bon, bah, Mathieu, je te remercie beaucoup. C'était hyper intéressant. Donc, tu vois, on a dépassé les 1 heure là, mais c'est pas grave. Parce que c'était Merci à vraiment toi cool pour et je ton pense que temps. ça a plu à plein de monde. Donc, est-ce que tu pourras aller répondre aux questions qu'on a loupées sur la page? Ouais, ouais, je peux faire Cool. ça. Je peux Bah, faire ça. génial. Bon, bah, Et, je raccroche. On peut dire au revoir à tout le monde, mais je te rappelle juste après. ouais, et merci pour ton initiative aussi, c'est très cool. Ça m'a fait très plaisir que tu dises oui. C'était très chouette. Cool. À Merci. plus, Sarah. Bye les Merci à internautes et vive les pirates. Bye. Wow.